Voilà, donc un grand merci pour l'invitation. Comme c'était indiqué sur l'invitation, je suis médecin spécialisé en médecine interne et en maladies infectieuses, même si c'est pas encore une spécialité complètement reconnue en Belgique. Enfin, elle vient d'être reconnue. Et je travaille en effet à l'Institut de médecine tropicale à Anvers depuis une vingtaine d'années maintenant. Et on a été, en tant qu'Institut de médecine tropicale, impliqué assez vite dans cette nouvelle pandémie parce que au départ, c'était, on va dire, une maladie tropicale. En tout cas, elle a démarré en Chine, comme vous le savez. Donc, dès le début, nous, on a l'habitude à l'Institut de surveiller un peu ce qui se passe à l'étranger, en dehors de nos frontières, et de surveiller ce qui peut arriver. Et donc, on a été très vite impliqué dans le suivi de l'épidémie. Et puis, bon, évidemment, c'est devenu une pandémie et ça concerne évidemment tous les professionnels de santé à l'heure actuelle. Alors on m'a demandé de faire une présentation un peu, une actualisation, voilà, des connaissances sur ce fameux virus, SARS-CoV-2. Alors, je vais très rapidement passer sur l'épidémiologie, peut-être m'attarder un tout petit peu sur les présentations cliniques, encore je pense que vous les connaissiez bien. Qu'est-ce qu'on fait actuellement pour le diagnostic et quelles sont les perspectives? Comment traite-t-on le Covid en octobre 2020? Et puis, on va parler un peu des moyens de prévention, les vaccins qu'on espère et puis tout ce qu'on peut faire en attendant que le vaccin arrive. Alors, comme vous le savez, l'éditorial du New England a parlé d'une nouvelle décade, d'une nouvelle décennie, pardon, et donc d'un nouveau coronavirus, puisque finalement, le SARS-CoV-2 est le troisième coronavirus de ce siècle ou de ce millénaire même. On a eu le premier, le SARS-CoV-1 ou Covid tout court, qui a touché quelques milliers de personnes et qui n'a pas fait beaucoup parler de lui au début des années 2000. Et puis le MERS, qui est encore peut-être moins connu au début des années 2010. Mais ici, celui-ci, le SARS-CoV, évidemment, concerne tout le monde. Bon, je pense que vous avez bien perçu que la description initiale s'est effectuée en Chine. C'est de là qu'est manifestement partie l'épidémie à Wuhan, dans une grande ville. Alors, tout de suite, il y a probablement une circulation du virus dans les semaines qui ont précédé sa découverte et sa description en décembre 2009. Et donc, c'est un nouveau coronavirus. SARS, ça veut dire Syndrome of Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2. Et la maladie, maintenant on dit la Covid en français, donc c'est la Coronavirus Disease 19, donc la maladie associée au coronavirus qui est apparue en 2019. Donc Covid-19, quand je parlerai de Covid-19, c'est vraiment la maladie. Quand je parle du SARS-CoV, c'est le virus. Donc il faut faire une petite distinction. L'OMS a déclaré, je vous rappelle, cette épidémie comme une pandémie, donc qui touchait tous les continents en mars, le 11 mars 2020. C'était quelques jours avant le confinement chez nous, qui a eu lieu, je pense, vers le 19. Et donc, je vais un petit peu brièvement dresser le tableau en octobre 2020. Je pense que vous savez que l'épidémie s'est propagée sur l'ensemble des continents de manière relativement hétérogène. Il y a eu une atteinte d'abord en Chine, puis, vous le savez, en Europe, et puis surtout alors en Amérique latine et Amérique du Nord, avec le continent africain qui a été relativement peu touché depuis le début et jusqu'à maintenant. Vous voyez les différentes couleurs montrent l'augmentation des cas assez abrupte du côté du mois de mars-avril en Europe, dans la plupart, en tout cas dans les pays d'Europe de l'Ouest. Et puis au moment où ça a commencé à aller un peu mieux en Europe, on a les cas qui ont commencé à augmenter aux États-Unis et puis en Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et là, vous voyez que la tache jaune au milieu, ce sont les cas en Asie. Il y a eu les cas asiatiques liés à la Chine au début, mais maintenant, c'est clairement au niveau de l'Inde, donc l'Asie centrale et l'Asie du Sud qui est touchée avec une énorme progression de l'épidémie en Inde à l'heure actuelle qui explique cette grosse tache jaune sur je ne sais pas si on voit avec mon petit onglet ici. Alors, en octobre, j'ai pris les chiffres du 5 octobre, donc il y a quelques jours, on a diagnostiqué plus de 35 millions de cas. Je parle de cas diagnostiqués, on est largement en dessous de la réalité, comme on va le voir plus tard, et on a au moins 1 million de décès qui ont été enregistrés à ce jour.
plus d'1 million de décès. Je pense qu'il est important à retenir par rapport à l'épidémiologie, c'est vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène. On a vraiment affaire à plusieurs épidémies différentes dans différents endroits. Pourquoi plus important à certains endroits, pourquoi moins important à d'autres? Ça reste vraiment toute une série de questions. Il y a la densité de la population, il y a peut-être des facteurs génétiques, il y a bien entendu les contextes socio-économiques qui jouent un grand rôle. Et donc ça, c'est encore quelque chose qu'on doit vraiment encore clarifier, notamment encore pour les mois à venir. En Europe, en tout cas au début du mois d'octobre, vous savez que les choses se sont réaggravées d'abord en Espagne, puis en France, puis dans différents pays européens, et on s'aperçoit qu'on a affaire, je ne dirais pas à une deuxième vague, mais en tout cas à un sérieux rebond à l'heure actuelle dans les pays européens de l'Ouest, d'une manière un peu hétérogène. Et ce qui est un peu nouveau par rapport à la première vague, c'est qu'on a aussi des cas assez importants dans des pays de l'Est européen comme la Roumanie, la Tchéquie, et bon, on continue à avoir beaucoup de cas en Ukraine, Russie, etc. Alors en Belgique, ça, ce sont vraiment les données de Cienzano que vous voyez devant vous. Sur la partie gauche, vous voyez ce fameux, ce graphe. Ah, pardon, je dois revenir en arrière. Excusez-moi. J'ai été un peu trop vite. Voilà. Donc, je voulais dire que le graphe sur la gauche donne un peu une idée un petit peu erronée des choses. Pourquoi? Parce que, vous le savez, dans la première partie de l'épidémie en Belgique, en mars, avril, mai, on a diagnostiqué très peu de cas. Alors, on a testé vraiment que les gens très sévèrement malades qui arrivaient à l'hôpital. Donc, normalement, dans la courbe épidémiologique, est probablement beaucoup plus élevé, 5 à 10 fois plus élevé que ce premier pic que vous voyez. Donc, évidemment, ce sont l'ensemble des cas diagnostiqués, donc on les présente de cette manière-là, mais ça nous donne l'impression un peu erronée que la vague qu'on voit actuellement est peut-être même plus importante que la première, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, je pense que ce qui est plus intéressant pour suivre l'épidémie en Belgique, c'est de voir le graphe à votre droite, où on a alors le nombre de patients hospitalisés. Vous voyez un pic, des pics qu'on a vus en avril-mars qui ont traumatisé évidemment les hôpitaux avec des centaines d'hospitalisations, jusqu'à 500-600 hospitalisations par jour à l'époque. C'est vrai qu'on a un rebond à l'heure actuelle et qu'on réaugmente. On approche les 100 hospitalisations par jour. Mais enfin, on est quand même, je ne veux pas être excessivement optimiste et on doit être préoccupé par la situation, mais on ne peut pas non plus comparer ce qui se passe maintenant avec ce qui s'est passé il y a quelques mois. On est quand même beaucoup plus bas on veut éviter évidemment que les hôpitaux soient saturés comme la première fois. Ils ont été presque saturés. Ici, on a à peu près 10 à 15%, parfois 20% des lits qui sont occupés par des cas Covid à l'heure actuelle. Il faut évidemment faire tout pour que ça ne s'aggrave plus. Ici, c'est un graphique peut-être un petit peu compliqué, mais qui vous montre dans la partie supérieure le nombre de cas diagnostiqués formellement avec les 300 000 cas quotidiens, on va dire maintenant en septembre-octobre. Pardon, 300 000. Par contre, vous voyez dans la partie inférieure une sorte d'estimation. C'est un article extrêmement intéressant qui est paru dans le The Economist et qui montre l'évolution des cas, vous voyez en dessous, estimés. Donc ce sont des modèles, bien sûr, ce n'est pas parfait. Mais vous voyez donc ce gros pic en Chine, puis qui a diminué, et puis l'énorme vague de cas qui en sont apparus dans le monde entier, en Europe, etc. Et puis pour bien vous montrer que c'est extrêmement le nombre de cas qu'on a diagnostiqués actuellement est probablement la réalité est probablement à 10 à 15 fois supérieure. Et quand on parle du nombre de décès, la réalité est probablement 2 fois supérieure. On est probablement déjà au-dessus de 2 millions de décès quand on fait fonctionner les modèles mathématiques et statistiques. Voilà, le virus, j'étais un peu vite pour passer à cette dia-ci, mais le virus a une caractéristique en couronne, donc le corona veut dire couronne, et ce sont ces spikes, vous voyez, les glycoprotéines S que vous voyez sur ce schéma, qui donnent cet aspect caractéristique du virus, et qui sont un des antigènes importants à la fois pour le diagnostic et surtout pour la virulence. C'est par ces spikes que le virus va pénétrer dans les cellules respiratoires. Donc, ces différents protéines, ces différentes glycoprotéines sont extrêmement importantes à identifier, à détecter, à la fois pour le diagnostic, mais surtout pour les approches thérapeutiques et les vaccins.
le SARS-CoV-2 fait partie des bêta-coronavirus. Vous savez qu'il y en a 2 autres dont j'ai déjà parlé, et puis 4 autres coronavirus qui sont simplement responsables de simples rhumes. Donc, ils n'ont pas du tout la gravité du SARS-CoV-2. Alors, on pose souvent la question du SARS-CoV-2 par rapport aux autres pandémies précédentes. Et je trouve que cet article est très intéressant dans le Lancet Infectious Disease. Je vous ai mis la référence. Bon, la dia est un petit peu compliquée, mais ce qu'on doit retenir si on compare le SARS-CoV-2 avec le 1, et puis l'épidémie, la fameuse pandémie de 1918 qui a traumatisé l'humanité, et la pandémie dont on a parlé tout à l'heure d'il y a une dizaine d'années, le H1N1. Vous voyez que d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut conclure, c'est que le SARS-CoV est quand même plus contagieux. Le taux de reproduction, le fameux R0, dont vous avez entendu parler, est certainement entre 2 et 3, et peut-être à certains moments au début, il était autour de 4. Ça veut dire qu'une personne infectée, si on ne fait rien, contamine 2 à 3 personnes, voire parfois 4. Tandis que dans le cadre de l'influenza, on est quand même plus bas. L'influenza, le virus de la grippe, à 1,3, 1,7 dans les modèles qu'on a. Et l'autre caractéristique du SARS-CoV par rapport à l'influenza, c'est qu'on peut déjà être infectieux avant d'être malade. Voire même, il y a des gens tout à fait asymptomatiques qui restent asymptomatiques et qui sont infectieux. Ça n'existe pas avec l'influenza. L'influenza, on est infectieux quand on a des symptômes. Quand on tousse, souvent pendant 1 ou 2 jours après le début des symptômes, on devient infectieux, on excrète des virus et on reste infectieux sur une assez courte période de 2 à 3 jours avec l'influenza classique. Ici, avec le SARS, on devient déjà infectieux avant de développer des symptômes. Parfois, on n'en développe même pas du tout. Et on reste infectieux pendant 5 à 7 jours. Donc, vous voyez un peu la complexité, la difficulté du contrôle de l'épidémie dans ce cas-ci. On a vraiment affaire à un virus tout à fait nouveau. Et je pense que ça a été une des erreurs depuis le début, c'est qu'on a eu tendance, moi y compris, à comparer le coronavirus SARS-CoV-2 à une grippe, alors qu'en fait, il se comporte de manière différente d'un point de vue épidémiologique. Donc, on a fait des mauvaises présomptions, assumptions, on va dire, au départ, en se basant sur un autre virus qui n'était pas finalement le SARS-CoV. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que le virus du SARS est plus dangereux ou plus virulent que celui de la grippe? Bon, de nouveau, je vous donne un tableau un petit peu compliqué de cet article, mais qui démontre qu'en effet, on peut considérer que le SARS-CoV est plus sévère que l'influenza. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est d'accord pour dire que la taux de mortalité par cas clinique, mais par infection, on sait qu'il y a une partie des gens qui sont asymptomatiques de 1%. C'est à peu près le chiffre qu'on a à l'heure actuelle, entre 0,5 et 1%, alors qu'on est en dessous de 0,5% et probablement plus proche de 0,1% pour l'influenza. Donc, virus plus contagieux et virus plus virulent que la grippe, et donc on ne doit pas réagir et se comporter et avoir les réflexes qu'on a habituellement avec la grippe. Bon, je vais passer un peu plus vite, c'est dire l'impact sanitaire, l'impact économique, je pense qu'on ne doit pas vous en parler. On voit la chute brutale des chiffres macroéconomiques avec la remontée en V qu'on a aperçu ces dernières semaines. Mais bon, combien de temps ça va durer si on a de nouveau des rebonds? C'est une question qu'on peut se poser. Ici, je pense que cet article démontre assez bien l'économique liés à cette pandémie. Il y a des coûts liés aux hospitalisations, il y a des coûts liés à toutes les mesures préventives qu'on doit prendre, les gants, les gels. Il y a toute à la recherche, on recherche des vêtements, tout ça coûte extrêmement cher. Et puis, il y a tous les coûts indirects dont on vient parler. On ne peut pas se présenter au travail, soit parce qu'on est malade, soit simplement parce qu'on ne peut pas y aller. Il est interdit qu'on y aille à cause du confinement, qu'on appelle les problèmes de rupture et on considère que le problème est majeur et surtout ce qu'on appelle le demand shock, le choc de la demande. Les gens sont cloîtrés chez eux, ne peuvent pas consommer, ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas utiliser les... Donc, c'est la grande partie des pertes économiques sont vraiment liées à cette demande qui a été brutalement bridée, comme vous le savez. Économique, que vous savez, il y a toutes les conséquences plus difficiles à quantifier, mais qui sont non négligeables: santé mentale, violence domestique liée au confinement, les heures, les jours, les semaines, les mois qui ont été perdus à l'école, puis bon, toute une série de problèmes liés
entendu au chômage, à des problèmes aussi même au sein des couples et des familles. Donc tout ça, je ne pense que je ne dois pas m'étendre longtemps là-dessus. Pour revenir donc à la transmission du SARS-CoV, on a très vite compris que c'était essentiellement ce qu'on appelle les droplets en anglais, donc les gouttelettes, hein, quand on tousse, quand on éternue. Donc ce sont des particules assez grosses en fait, hein, qui ont tendance à tomber assez près de la personne qui les produit. On a assez vite aussi suspecté les surfaces contaminées. En anglais, on parle de fomites. Hein, ce sont ces gouttelettes qui vont se retrouver sur des objets, hein, de l'environnement, sur les clinges de porte. Et on a évidemment fortement suspecté ce mode de transmission également. C'est pour ça qu'on se lave très régulièrement pour éviter. Je pense qu'on a un peu surestimé ce risque-là. C'est l'impression qu'on a maintenant avec les dernières études. Mais enfin, il existe quand même. Le virus survit un certain temps. Les quantités ne sont parfois pas suffisantes non plus pour que ça soit franchement infectieux. Et puis il y a tout le débat actuel, mais qui est réel, sur la propagation par les aérosols. C'est pas la propagation par aérosol qu'on a l'habitude de voir avec la tuberculose, où on a des microparticules qui peuvent circuler pendant des heures et des heures, parfois jusqu'au lendemain, dans des endroits obscurs. Mais il y a clairement, dans les gouttelettes qui sont projetées, certaines qui ont excusez-moi 2 secondes. C'est un petit peu à s'évaporer. La connexion, oui, la connexion peut saccader, donc si vous pouviez parler un tout petit peu moins vite parce que la connexion n'est pas terrible. D'accord. Merci. Excusez-moi, ok. Donc voilà, pour résumer cette diapositive-ci, l'infection se propage évidemment par ce qu'on appelle les gouttelettes, hein, les droplets en anglais, vraisemblablement par les surfaces contaminées, mais peut-être moins qu'on ne le pensait au début. Par contre, peut-être davantage que ce qu'on imaginait au début, il y a vraisemblablement une transmission par aérosol également, donc des gouttelettes beaucoup plus petites et qui peuvent un petit peu circuler dans l'air pendant quelques minutes ou quelques heures parfois. Donc, la transmission, je pense, vous savez, chez une personne symptomatique, les gouttelettes plus importantes ont tendance à tomber assez proche de l'individu qui les produit. Alors, bon, 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, c'est un peu les chiffres qu'on a en tête. Mais évidemment, si on tousse très fort, si on éternue, ça peut être parfois projeté plus loin. D'où l'importance du masque à ce stade-ci, qui va empêcher quand même des gens qui toussent ou qui éternuent, qui vont les empêcher d'être de produire de projeter des gouttelettes trop loin. Mais il y a vraiment une transmission par les personnes asymptomatiques ou projetées au moment où on parle. Alors quand on parle de manière basse, c'est une petite proportion de ces gouttelettes sont projetées, mais vous voyez, si on se met à chanter ou si on parle très fort, et si on chante très fort, alors on a quand même une production beaucoup plus importante. Donc une partie de la transmission par les personnes asymptomatiques se fait clairement lors de la communication orale. Lors du chant, on a beaucoup d'exemples de transmission, comme vous le savez, dans les chorales, etc. Est-ce que ça va? Vous m'entendez mieux? Je continue. C'est un peu mieux, mais je pense qu'il faudrait couper la caméra. On aura peut-être plus de connexion sans la vidéo. Il y a moyen de couper la vidéo. Ah. Donc en bas à gauche, oui. Il y a moyen de couper la vidéo simplement. Le son, faut pas couper le son évidemment, mais que la vidéo. Ah, j'ai coupé ma vidéo? Non. Non. Bah, je vais ressortir alors du... Non, faut pas ressortir. Voilà, je l'ai trouvé au-dessus. Ok, nickel, merci. Hein. Voilà, j'ai trouvé au-dessus. Bon, excusez-moi alors pour le problème de communication. J'espère que ça va aller un peu mieux pour la suite, sans caméra. Voilà, donc... Alors, l'histoire naturelle de l'infection, une personne susceptible, donc non immune, est exposée au virus par les différentes
voie de transmission dont je viens de parler. Qu'est-ce qui se passe quand elle est infectée? L'incubation est de l'ordre de 5 à 7 jours. Il y a quelques personnes qui ont une incubation plus longue, mais ça semble heureusement être une minorité. On a probablement 10% des gens qui peuvent encore développer des symptômes au-delà d'une semaine. Bon, c'est un peu ennuyeux, mais ça va jusqu'à 14 jours dans certaines descriptions. Alors la grande difficulté, c'est de savoir est-ce que les gens vont développer des symptômes. Au début, évidemment, on avait cette impression que toutes les personnes infectées étaient symptomatiques, mais au fur et à mesure de l'épidémie, on s'est aperçu qu'une grande proportion des gens étaient asymptomatiques. On l'a d'abord vu sur les fameuses croisières, où on avait à peu près 20% des gens asymptomatiques, et puis au fur et à mesure qu'on teste, au fur et à mesure qu'on avance dans l'épidémie, il est vraisemblable que pas loin de la moitié des gens restent tout à fait asymptomatiques. Là, il reste encore une difficulté parce que on n'a pas non plus toujours un suivi longitudinal parfait, et certaines des personnes asymptomatiques au moment du diagnostic vont parfois développer des symptômes 1 ou 2 ou 3 jours après. On parle alors de pré-symptomatiques. Enfin, au résultat des courses, dans une masse de population infectée, je pense qu'on peut considérer qu'à peu près la moitié est asymptomatique. Ce qui rend, bien entendu, le contrôle de l'épidémie particulièrement compliqué, comme je l'ai dit. La contagiosité, on considère qu'elle dure aussi à peu près 5 à 7 jours. Alors, les présentations cliniques, on a au départ divisé la présentation clinique en 3 stades. Un stade précoce où on a surtout des symptômes des symptômes, on va dire, respiratoires supérieurs, comme vous le savez, avec de la fièvre et des symptômes qui ne sont pas toujours très, très marqués. On parle de stade léger à modéré, et c'est vraisemblablement 80% des gens symptomatiques développent des symptômes relativement modérés, des complications plus sévères avec une invasion du viral au niveau des poumons, plus ou moins grave. Ça peut simplement être une pneumonie non compliquée, mais ça peut évidemment devenir une insuffisance respiratoire sévère. Et à peu près 5% des gens développent alors vraiment un stade tout à fait critique avec ce qu'on appelle des chocs, des chocs, des ARDS. Et là, il y a vraiment associé à une mortalité extrêmement importante. Cette partie plus sévère, voire critique, on a davantage lié à la réaction inflammatoire de l'hôte, du patient. Donc au départ, les symptômes sont davantage liés à la propagation du virus lui-même. Et dans un deuxième temps, souvent après quelques jours, parfois après une semaine, ce sont vraiment la réaction immunologique qui est responsable des problèmes de gravité. On a divisé d'abord en 3 stades, maintenant on a tendance à diviser en 5 stades. Bon, je ne passe pas le stade asymptomatique du début, le stade d'incubation, un stade initial qui parfois est la seule chose qui se présente d'infection respiratoire supérieure, un peu de pneumonie mais qui n'est pas encore sévère. Les gens ne sont pas toujours hospitalisés à ce stade-là. La pneumonie devient suffisamment importante avec un besoin d'oxygène supplémentaire. On parle alors de pneumonie sévère, hypoxémiante. Et là, les gens, en général, doivent être hospitalisés. Ils ont besoin d'oxygène. Et certains d'entre eux, malheureusement, développent une maladie encore plus grave avec une insuffisance respiratoire sévère qui va nécessiter une ventilation mécanique et parfois des chocs extrêmement réfractaires et sévères. Voilà, si ceux d'entre vous qui ont un peu l'habitude de voir parfois des certains scanners pulmonaires sur votre gauche, avec, vous voyez, une pneumonie relativement localisée et modérée. Ça, c'est un patient qui n'a pas dû être hospitalisé. Il a toussé, il est un tout petit peu court d'haleine, mais il a pu rester à la maison. Et là, vous voyez un cas beaucoup plus grave, un autre patient en dessous, où là, vous voyez vraiment une atteinte très, très diffuse de quasiment l'entièreté des 2 poumons. Là, évidemment, c'est un patient qui est en train de développer une insuffisance respiratoire et ce qu'on appelle la RDS, le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. L'image sur la droite vous montre l'invasion par les particules virales, les fameux coronavirus, montrés par les flèches à l'intérieur des cellules respiratoires des pneumocytes. Alors, il y a tout ce problème de la présentation clinique des cas. Ici, pas une très, très grosse étude, mais enfin, elle était bien menée, elle était prospective. Vous voyez quand même que au moins
96%, donc presque la totalité des gens développent au moins un symptôme qui est soit la toux, soit la fièvre, soit la dyspnée. Et alors, la dyspnée, évidemment, c'est surtout chez les gens qui vont se retrouver à l'hôpital, hein, la deuxième et la troisième et la quatrième colonne, hein, que vous voyez avec les barres bleues. Et donc, au moins un des symptômes est présent, que ce soit la fièvre, la toux ou la dyspnée, chez à peu près un peu moins de la moitié des cas. Donc, c'est un peu le problème qu'il n'y a pas des symptômes extrêmement typiques et que tous ces symptômes typiques ne sont pas toujours présents. Donc, ce qui rend un peu les choses compliquées dans l'approche. Entre-temps, on a découvert des symptômes peut-être un peu plus spécifiques qui sont la perte du goût et de l'odorat, mais qui ne sont pas non plus présents chez tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas ce symptôme qu'on n'est pas contaminé. Et parfois, on trouve ces symptômes, vous le savez probablement aussi, chez d'autres infections, dans d'autres infections virales. Parfois, dans la grippe simple, on a aussi des personnes qui présentent des pertes d'odorat. Donc, ce sont des symptômes qui aident, mais qui ne sont pas non plus définitifs pour le diagnostic de Covid. Voilà, donc sur la gauche, les symptômes communs, c'est là-dessus qu'on va faire les tests diagnostiques, hein, c'est en la présence d'au moins un de ces symptômes, mais il y a toute une série d'autres symptômes. Ici, ils sont considérés comme rares, mais les maux de tête, les douleurs musculaires sont fréquentes chez un patient qui a de la fièvre, hein, comme vous le savez, l'état grippal. Les maux de gorge peuvent être présents, la rhinorrhée, le nez qui coule, l'obstruction nasale peuvent être présents, mais j'ai rarement vu des patients avec un seul symptôme qui finalement ont été diagnostiqués, un seul de ces symptômes mineurs. Il y avait quand même souvent un état fébrile. Tout avait pu faire le diagnostic jusque-là de Covid, mais même dans les formes plus modérées ou moins sévères. Ben, c'est clairement l'âge, hein, je pense que vous le savez aussi. On voit sur la partie, une étude en Angleterre, il n'y a que les Anglais pour faire des études pareilles sur des centaines de milliers de cas. Et vous voyez que l'accumulation des cas, de la probabilité de décès, vous voyez qu'elle est plus importante chez l'homme que chez la femme. Donc le sexe mâle est un facteur de risque de décès et de sévérité. Mais en plus, l'âge, clairement, vous voyez, au-delà de 70 et 80 ans, vous voyez l'accumulation du risque de mortalité. C'est un peu montré de la même manière sur le tableau de droite, hein, dans le tableau de droite. Et vous voyez, il y a toute une série de comorbidités comme les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiaques chroniques, le diabète, l'obésité sont des facteurs de risque, mais finalement pas tellement importants. Vous augmentez de 1,5 à 2 le risque de sévérité et de mortalité chez des patients avec ces problèmes. Mais vous voyez, par rapport à l'âge proprement dit, et le fait d'avoir, par exemple, plus que 80 ans, est un facteur augmente au moins 10 fois le risque de mortalité. Donc, c'est plus grave d'avoir 80 ans et d'être en bonne santé que d'avoir 50 ans avec une comorbidité. Mais bon, ces deux groupes-là sont à risque de développer des complications et un décès. Il reste alors toute cette question, mais qui est complètement ouverte à l'heure actuelle du cas. Syndrome, hein, donc beaucoup de gens développent une fatigue. Enfin, je ne sais pas si vous avez dans votre patientèle ou dans votre entourage des gens qui ont tenté une Covid-19, mais clairement, beaucoup de gens développent des fatigues prolongées. Ceux qui ont été gravement malades et à l'hôpital ont tendance à développer des symptômes pulmonaires, donc des difficultés pulmonaires qui persistent. On n'a pas encore beaucoup de recul, évidemment. Et beaucoup d'infections virales, que ce soit la grippe, certaines maladies virales tropicales, donnent aussi souvent, même des maladies comme le cytomégalovirus que vous connaissez ou l'Epstein-Barr, donnent aussi des asthénies prolongées. Donc, il faudra voir dans quelle mesure ce qu'on voit avec le Covid est vraiment différent d'une autre infection virale. Là, on a vraiment besoin d'encore beaucoup d'études de suivi et on a encore beaucoup de points d'interrogation. Et l'autre point d'interrogation majeur, c'est le risque de réinfection. Donc, on a de plus en plus de cas rapportés dans la littérature de réinfection avérée. Ça reste encore relativement rare. C'est pas très clair si le deuxième épisode est plus ou moins sévère que le premier. Vraisemblablement, il est moins sévère que le premier. Certaines personnes étaient peut-être asymptomatiques au départ et le deuxième épisode symptomatique. Donc, pour vraiment diagnostiquer une réinfection, de toute façon, on n'a pas vu de réinfection dans les semaines qui suivent. Il y a souvent eu plusieurs mois entre les deux, dans les cas qui ont été décrits dans la
bien de on est sûr qu'il s'agit d'une nouvelle infection et pas de débris, par exemple, d'ADN présent dans les sécrétions. Excusez-moi. Alors, le diagnostic du Covid, ça va toujours? C'est un peu la communication? Par moment, on a des petites coupures quand même, mais bon, je pense pas qu'on sache faire beaucoup mieux aussi. Ouais, je suis désolé. Hein, quand on était à quelques... Voilà, je vais essayer d'être encore le plus lent possible. Le diagnostic du Covid, vous l'avez vu, il y a des symptômes, certains d'entre eux étant un peu plus spécifiques que d'autres, hein, mais d'une manière générale, c'est une maladie respiratoire, une maladie fébrile respiratoire. Hein, alors, il y a toute une série de tests de laboratoire qui mettent sur la piste, mais c'est ce qu'on voit surtout chez les gens à l'hôpital, plus gravement malades. Hein, certaines enzymes comme les LDH sont augmentées, les lymphocytes ont tendance à diminuer, il y a parfois des anomalies hépatiques, il y a souvent des paramètres biologiques inflammatoires comme la CRP qui sont augmentés. D'où ça n'est pas non plus très spécifique. Et alors, il y a toute la batterie des examens qu'on peut faire qui vont de la radio des poumons, le scanner, et alors toute une série de tests moléculaires et sérologiques que je vais un peu développer dans les prochaines dias. Je pense que cette diapositive est importante parce que c'est ce qu'on voit dans la plupart des maladies virales, avec une période, vous voyez les lignes qui montrent, prenons la ligne bleue, hein, qui est la plus importante, puisque c'est la technique de PCR, donc la détection moléculaire du virus par amplification, hein, PCR, au niveau du nez, du nasopharynx. Vous voyez qu'il y a une augmentation assez brutale du virus dans les 2-3 jours qui précèdent les symptômes, et puis un plafond, mais qui ne dure pas très longtemps, quelques jours, et puis une diminution très très lente, avec parfois des PCR, vous voyez, pendant 2, 3, 4 semaines après un épisode de Covid, et le taux et la durée de la positivité PCR est fortement associé évidemment à la gravité de l'épisode de Covid. Donc quelqu'un qui a été hospitalisé avec une infection pulmonaire grave va rester positif plus longtemps. Quelqu'un qui est immunodéprimé aussi va rester positif plus longtemps. Et vous voyez qu'il y a un peu cet overlap, ce chevauchement en quelque sorte entre le test PCR, la ligne bleue que vous voyez, qui reste positif parfois assez longtemps, et puis l'apparition des anticorps, ce sont les lignes que vous voyez, les IgM et les IgG, hein, les lignes hachurées, pointillées que vous voyez, qui apparaissent en général à la fin de la première semaine des symptômes et qui augmentent assez fortement dans la deuxième semaine et qui souvent atteint son pic au cours de la troisième semaine. Ce sont des choses qui ne sont pas spécialement spécifiques au Covid, mais c'est vrai que ce qui est un petit peu particulier dans le Covid, ce croisement un peu entre des tests PCR qui continuent à rester positifs et des tests sérologiques qui commencent à augmenter et à devenir positifs. La plupart des autres infections virales, le virus disparaît très vite et les anticorps apparaissent. Ici, il y a un peu ce chevauchement qui est un petit peu particulier, on va dire. Cette diapositive montre un peu les différents scénarios cliniques auxquels on est confronté. On va avoir besoin d'un test diagnostique quand on a affaire à un patient symptomatique, comme vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on va devoir décider. D'abord, on a le diagnostic des plaintes pour lesquelles il vient. Puis on va devoir décider si on l'isole. Puis on va devoir décider si on l'hospitalise, si on le traite. Mais on a alors aussi les tests diagnostiques et leur importance dans la phase d'incubation, au moment où on va essayer de détecter les contacts d'un patient symptomatique. Et il y a les tests diagnostiques qui sont parfois utilisés, mais qui sont plus difficiles à interpréter, comme on l'a vu, à cause de la durée de la positivité, pour décider de sortir d'une isolation, pour décider de laisser quelqu'un rentrer à la maison dans un home au moment de la convalescence. Donc, il y a plusieurs phases dans la maladie et à chacune de ces phases, les tests qu'on va faire vont devoir être interprétés de manière différente. Le test vraiment sur lequel on se base, comme vous le savez actuellement, c'est le fameux test le frottis nasopharyngé. Comme que vous voyez bien sur cette, vous connaissez assez bien, j'imagine, en tant que dentiste. Mais c'est pour l'instant le meilleur test. Mais c'est aussi le plus inconfortable, le plus invasif.
Il y a d'autres tests nasales, orales, salivaires qu'on est en train d'étudier, qui sont en général un peu moins sensibles, mais qui sont beaucoup plus faciles à faire, qui ne nécessitent pas toujours des swaps, hein, des écouvillons, etc. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de développer ces autres tests à grande échelle, hein. Il y a bien sûr les examens qu'on fait quand un patient est gravement malade, soit il crache à ce moment-là et on peut faire des détections du virus dans les crânes. Ou parfois on est à donc un patient est à l'hôpital aux soins intensifs. Et ce qui est particulier avec ce virus, c'est que parfois il a disparu du nez et il a envahi les poumons et on ne le trouve pas quand on fait le test de dépistage dans le nez et on doit parfois malade aller à un lavage broncho-alvéolaire pour faire la détection du virus dans les poumons proprement dit. Mais ce sont des choses qu'on voit après quelques jours d'évolution de la maladie. Les tests sérologiques sont des tests qu'on effectue par une prise de sang et qui recherchent des anticorps. Donc c'est assez différent. Et vous voyez que cette dia qui est assez compliquée, vous ne devez pas la lire en détail, mais pour montrer à quel point l'interprétation des tests sérologiques, de la détection des anticorps est quand même très très difficile. Parce qu'on peut avoir des patients qui sont symptomatiques, convalescence ou qui sont détection dans ce stade va aussi bien quand le test est positif, parce que ça peut être une infection plus ancienne ou parce qu'on peut avoir des faux positifs, que quand le test est négatif, parce que s'il est négatif, on est peut-être au tout début d'infection, on est encore dans la première semaine, il n'y a pas encore eu d'anticorps. On peut avoir des faux négatifs aussi, hein, la détection, le patient a développé des anticorps, mais dans un seuil trop bas pour être détecté. Il y a parfois des faux positifs, des faux négatifs techniques, etc. Donc voilà, l'interprétation du test on a mis beaucoup d'espoir sur ces tests sérologiques à la recherche d'anticorps, mais on a la difficulté de l'interprétation. On sait que les anticorps ont tendance à disparaître finalement relativement vite après quelques semaines. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus. Un test négatif ne veut pas dire que quelqu'un n'a pas eu ou a eu le Covid dans les mois qui précèdent. Vous voyez un petit peu la complexité. Les tests sérologiques sont surtout utiles en épidémiologie pour suivre la population et la réponse immunitaire d'une population. Ils sont utiles aussi en clinique, mais c'est quand même, ça nécessite vraiment un petit grain de sel pour l'interprétation. Et je pense que ce vers quoi on doit se diriger absolument à ce stade-ci, c'est beaucoup plus de tests simples. Ils sont peut-être un peu moins sensibles, mais il y a quand même des experts qui disent que c'est peut-être, on pourrait utiliser des tests moins sensibles si on Non, on vous a perdu tout à fait. Hein. disait plus souvent. C'est un peu compliqué. Ah. Allô? Est-ce qu'on me réentend? Allô? Oui. Si vous pouvez reprendre, parce que là, on a tout à fait. Attendez, hein, je vais essayer de voir. Ouais. On n'a plus du tout le son. J'ai entendu maintenant? Oui, maintenant c'est correct. Allô? C'est correct, merci. Ouais, bon, je vais réessayer. On a éteint tous les autres appareils dans la maison. Merci. Excusez-moi, hein, ça doit pas être évident d'écouter quand c'est un peu... Alors, cette diapositive simplement montre que des tests peut-être un peu moins sensibles, mais réalisés beaucoup plus souvent, sont peut-être plus intéressants d'un point de vue de santé publique pour détecter davantage de cas que des tests peut-être un peu compliqués comme le frottis nasopharyngé qu'on ne sait pas faire aussi souvent et qui coûte plus cher. Donc voilà, ça c'est une réflexion qu'on doit absolument avoir pour un peu mieux contrôler le testing et le dépistage actuel. Voilà, alors quand on parle de traitement du SARS et de la COVID-19, vous savez, quand on parle d'un médicament, il y a d'abord en général des évaluations qu'on appelle précliniques. On fait d'abord des études dans le laboratoire, hein, donc des études in vitro, et puis on passe à des modèles animaux, hein, des singes, mais souvent des souris, des hamsters.
Et c'est seulement quand on voit des signes favorables dans cette évaluation préclinique qu'on passe alors aux fameuses études cliniques in vivo. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, c'est vraiment la phase initiale où on teste surtout la sécurité d'un médicament. La phase 2, on teste déjà sur un plus grand nombre de patients et on essaie de voir s'il y a une efficacité. Et en général, on attend la phase 3 sur un grand nombre de patients dans une vie plus réelle pour voir si un médicament est efficace. Donc, c'est quand même, tout ça est très long. Ça prend en général des années dans les autres maladies. Alors, quand on est face à une nouvelle maladie comme la Covid, on a tendance évidemment à essayer de tester les médicaments qui existent déjà, parce que développer un tout nouveau médicament prend énormément de temps, comme on vient de le voir. Donc, on va essayer d'abord de ce qu'on appelle donc ce qui existe, on le teste et on voit si ça marche. Il y avait malheureusement au début de l'infection, au début de l'épidémie, pas de bon modèle animal disponible, ça qui a bien fortement compliqué les choses au début de la recherche. On avait pour certaines molécules qu'on a détectées in vitro peu de données pharmacologiques. On a aussi surtout focalisé les efforts sur les cas graves, bien entendu à l'hôpital, mais évidemment, ce qu'on trouve chez les patients graves à l'hôpital ne peut pas être transposé comme ça d'un coup chez des patients moins graves qui ne sont pas à l'hôpital. On doit éviter de surinterpréter certains résultats de certaines études. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait véritablement un rush vers des phases 3 quasiment immédiates, ce qu'on ne peut pas faire en principe. On est vraiment passé de la recherche in vitro en voyant cette molécule marche dans un tube, on va directement l'essayer chez des gens. Bon, c'est pas la bonne manière de faire la recherche et on a dû faire beaucoup de recherche rétrospective, malheureusement, au début, pendant les premiers mois de l'épidémie, pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Alors, comme je vous ai parlé de phase initiale, avec des patients ambulatoires, des phases plus tardives où les patients sont à l'hôpital et les phases où les patients sont vraiment aux soins intensifs, gravement malades, dans une phase critique. Évidemment, quand on parle de traitement, on peut essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas donner quelque chose avant que les symptômes se développent chez quelqu'un qui est infecté, mais au cours de la phase. On parle souvent de prévention post-exposition, voire même de pré-exposition, la fameuse prévention. Donc, on s'attend à ce que les antiviraux fonctionnent surtout dans les phases très initiales de la maladie. Et vous savez que dans la phase plus tardive et des complications, c'est surtout la réaction de l'hôte qui provoque des problèmes. Et là, ce sont davantage des médicaments anti-inflammatoires qui vont vraisemblablement fonctionner. Et il est possible qu'il faille combiner les deux à certains moments, à certains stades de la maladie. Alors, beaucoup de traitements ont été évalués dans la phase tardive de la maladie à l'hôpital. Ce qui marche, vous l'avez peut-être entendu parler, c'est maintenant c'est démontré, ce sont la cortisone, la dexaméthasone fait partie de la famille des stéroïdes, et on a bien démontré une diminution de la mortalité chez les patients les plus gravement atteints, chez ceux qui ont besoin d'oxygène, chez ceux qui sont en soins intensifs en ventilation mécanique. Il y a une étude anglaise dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis après, quand cette étude a démontré cette efficacité importante, avec une réduction à peu près d'un tiers de la mortalité chez les patients les plus graves, toutes les autres études ont été arrêtées et l'OMS a fait une méta-analyse des études en cours et on a obtenu exactement les mêmes résultats. Donc, c'est devenu en quelque sorte, et gravement malade avec un Covid à l'hôpital ou aux soins intensifs, vous allez recevoir une dose faible de dexaméthasone parce que ça fonctionne. Vous avez peut-être entendu parler du Remdesivir, une molécule, un antiviral de Gilead. Là, par contre, on n'a pas vraiment démontré de diminution de la mortalité. Ce qu'on a vu, c'est que les patients qui guérissaient un peu plus vite. Ils rentraient à la maison après une dizaine de jours au lieu de 2 semaines habituellement si on ne prenait pas le médicament. Donc, c'est moins percutant. Mais de nouveau, on s'y attendait un peu. On ne s'attend pas à ce que le Remdesivir soit extrêmement efficace chez les patients plus gravement atteints dans une période plus tardive de la maladie. C'est à ce stade-là souvent plutôt les anti-inflammatoires comme la dexaméthasone qui vont fonctionner. Il y a toute une série d'autres médicaments qui sont en cours d'évaluation, d'autres drogues anti-inflammatoires, interleukines. Je ne vais pas vous citer tous les noms, des noms pas possibles à prononcer, comme la tocilizumab. D'autres antiviraux sont testés, mais de nouveau, on ne s'attend pas à des résultats spectaculaires chez les patients gravement malades dans la phase tardive de la maladie. Là où on a probablement un peu plus
espoir, ce sont des thérapies basées sur la confection d'anticorps, soit ce qu'on appelle le plasma des convalescents. On prend des gens qui ont fait le Covid, on rassemble leur plasma et puis on l'administre à des patients gravement malades. Ça, il y a des études en cours, y compris en Belgique, avec le plasma convalescent, soit le cocktail d'anticorps qui est produit de manière tout à fait synthétique. Le plus connu, c'est probablement le Regeneron, c'est le cocktail qu'a reçu le président Trump. Ce sont des études encore en cours, donc c'est pas du tout un médicament disponible en pratique clinique pour le moment, mais le président a pu bénéficier de ce traitement. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'il a peut-être guéri assez vite. Donc, un mot sur l'hydroxychloroquine dont vous avez dû entendre parler. Pourquoi est-ce qu'on l'a donné de manière assez systématique en Belgique chez les patients hospitalisés au début de l'épidémie? Bon, il y avait une activité démontrée in vitro, donc en laboratoire. Par contre, après, quand on a observé les gens qui en recevaient, on a eu des résultats très conflictuels. Mais les différents groupes d'études ont testé des dosages différents, des durées différentes. Les groupes comparateurs étaient différents, donc ça a été très, très difficile avec les études observationnelles rétrospectives de se faire une idée précise. L'étude Recovery dont j'ai déjà parlé démontrait que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas, mais c'est vrai que c'était un dosage très, très élevé. Et donc, on était quand même assez proche d'une certaine toxicité et le résultat n'a pas encore été publié. Ils ont fait une conférence de presse pour dire que ça ne fonctionnait pas, mais nous, en tant que scientifiques, on aimerait quand même avoir les résultats publiés pour pouvoir exactement évaluer ce qu'il en est. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'entre-temps, des modèles animaux qui ont été développés, à savoir le hamster, développé notamment à la KU Leuven, là, clairement, l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet antiviral démontré chez ce modèle. Donc, il est peu probable qu'il ait un effet antiviral. Si l'hydroxychloroquine fonctionne, c'est probablement plutôt comme anti-inflammatoire. Vous savez que c'est une molécule qui a deux activités. Elle est utilisée comme antivirale, elle est utilisée comme antimalarique et elle est utilisée comme anti-inflammatoire. Mais si ça fonctionne, bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce sera davantage alors sur l'effet anti-inflammatoire, mais pas sur l'effet antiviral, qui manifestement ne fonctionne pas. En tout cas, l'expérience qu'on a eue en Belgique, parce que je pense, vous savez que si on était hospitalisé au début de l'épidémie, vu la notion d'efficacité in vitro et qu'on n'avait rien à proposer et qu'on connaissait bien la chloroquine pour le traitement de la malaria, il a été proposé comme traitement, on va dire en quelque sorte empirique, et on avait dit qu'on observerait bien ce qui se passerait. Nous, ce qu'on a observé, c'est que les gens qui ont reçu de l'hydroxychloroquine en Belgique, à l'hôpital, la mortalité était moindre. Mais est-ce que c'est vraiment causal? C'est très difficile à dire, puisque c'est une étude rétrospective et il y a peut-être des facteurs confondants, on n'a pas pu prendre compte. Mais en tout cas, c'est que l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans les hôpitaux belges n'a pas, en tout cas, entraîné de surmortalité chez les patients traités. Ça, c'est une certitude. Alors, le seul médicament qui a été utilisé, qui a été évalué en traitement précoce jusque-là, c'est l'hydroxychloroquine aussi, mais elle ne semble pas fonctionner. Il y a une seule étude publiée dans l'ANAL, mais c'est une étude qui a des limitations parce que 60% des gens seulement avaient un diagnostic confirmé de Covid et 40% étaient suspects de Covid. C'était pas encore l'étude vraiment idéale pour être tout à fait certain que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Il y a toute une série d'autres molécules en cours d'évaluation dans des études cliniques, le Camostat, je ne vais pas vous citer tous les noms, le Favipiravir. Malheureusement, on ne sait pas utiliser le Remdesivir aux phases précoces parce que c'est un traitement uniquement intraveineux. Et bon, c'est difficile d'hospitaliser des gens pas très malades dans des hôpitaux qui risquent d'être parfois saturés pour donner un traitement intraveineux. Donc, on espère un jour avoir une formulation orale du Remdesivir qu'on pourrait donner très précocement, mais ce n'est pas encore le cas actuellement. Voilà toutes les études, c'est un détail, mais toutes les études en cours pour toute une série de traitements précoces. En post-exposition, la seule étude qui est sortie, c'est aussi à propos d'hydroxychloroquine et qui montre aussi vraisemblablement que ça ne fonctionne pas en prévention post-exposition. Mais de nouveau, la seule étude publiée à ce stade n'est pas parfaite dans le sens où seulement 15% des participants avaient un Covid confirmé et tous les autres ont été des diagnostics cliniques. Évidemment, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses, d'autres maladies qui ressemblent au Covid. Donc, il n'est pas exclu qu'il y avait des grippes et des choses comme ça. Donc, c'est pas encore l'étude idéale,
il ne semble pas que ça fonctionne de manière... et ça correspond un peu au fait que l'hydroxyne ne fonctionne pas bien, ne fonctionne pas comme traitement antiviral vraisemblablement. D'autres molécules sont également étudiées. Je vous montre les études cliniques en cours. Il y en a un peu moins, mais qui étudient toute une série d'autres antiviraux. En études pré-exposition, il y a aussi l'hydroxychloroquine. L'étude est en cours chez les agents de santé, chez des agents de la santé dans des pays africains, asiatiques et en Amérique latine aussi. Mais il y a d'autres molécules également à être testées en pré-exposition, mais il n'y a pas encore d'études terminées que je peux vous présenter. Les vaccins, ça va? Les vaccins, plusieurs types de vaccins différents, tant mieux. Il faut, je pense, probablement plusieurs mécanismes différents qu'on doit analyser. Soit on utilise de manière classique des vaccins inactivés ou atténués, soit on utilise des vaccins mais avec un vecteur viral associé qui augmente en quelque sorte l'immunogénicité. Certains de ces virus peuvent se répliquer, d'autres pas, et alors on est dans les organismes génétiquement modifiés. Des vaccins à base de matériel génétique, que ce soit l'ADN ou l'ARN du virus, et puis des protéines, certaines antigènes du vaccin. Alors là aussi, simplement, je ne peux pas il y a énormément de vaccins en cours d'évaluation. Il y en a une trentaine actuellement en phase clinique, 1, 2 ou 3 d'évaluation clinique, et une dizaine de vaccins en phase 3, donc la dernière phase en quelque sorte, mais où il faut en général des milliers de participants pour pouvoir tirer des conclusions. Et notamment le vaccin d'Oxford, là, avec AstraZeneca, qui est un des plus avancés. Il y a le vaccin Moderna, qui est aux États-Unis, fortement soutenu par Donald Trump. Donc ça, ces études de phase 3 sont encore en cours. On devrait avoir les premiers résultats peut-être d'ici 1 à 2 mois, début de l'année prochaine peut-être. Et après les vaccins en phase clinique, il y a tous les vaccins en phase préclinique. Là, il y en a presque 200 en cours d'évaluation actuellement, mais là, il faut encore des mois et des mois avant d'avoir des résultats. Donc, c'est une course vraiment contre la montre et de toute une série de groupes et c'est un énorme effort mondial. Donc, en attendant ces fameux vaccins, on doit se rabattre sur les interventions non pharmacologiques, non pharmaceutiques. Vous savez toutes les mesures qu'on prend pour ce qui fonctionne contre la transmission par les gouttelettes, c'est la distance physique, les masques, l'hygiène des mains. Alors peut-être qu'on va développer des antiviraux et peut-être que le vaccin va permettre de ne pas être infecté quand on est exposé. Ces interventions sont importantes aussi pour éviter la transmission d'une personne infectée, qu'une personne infectée transmette à des personnes susceptibles. Et là, on a malheureusement comme seule arme actuellement l'isolement des gens, la mise en quarantaine des gens infectés. Ils doivent rester à l'écart des autres. On n'a pas encore d'antiviral et on n'a pas encore de vaccin à ce stade. Et alors, quand une personne est infectée, pour éviter qu'elle devienne symptomatique et surtout qu'elle devienne gravement malade, il y a tous ces antiviraux dont je vous ai parlé, les molécules anti-inflammatoires. Mais à côté de ça, il y a toute une série de traitements importants, l'oxygène qu'on donne, des traitements anticoagulants ont un impact. Il y a toute une série d'interventions. Et au fur et à mesure de l'épidémie, on connaît de mieux en mieux la maladie et on a clairement une diminution de la mortalité chez les patients gravement malades hospitalisés. Ça n'est pas plus du tout comparable à ce qu'on a pu connaître au début de la maladie, de l'épidémie. Les fameux masques, je pense que vous êtes un public qui connaissait bien ça, mais il y a eu beaucoup de mélanges, beaucoup de confusion, je pense, dans le grand public avec ces masques, entre le masque en tissu qu'on peut utiliser dans la communauté, et puis les fameux masques chirurgicaux, sont des masques, j'imagine, mais qui ne protègent pas vraiment la personne qui les porte, mais qui empêchent que cette personne ne transmette de manière importante le virus dans l'environnement. Et alors, ce qu'on appelle les masques médicaux, mais on parle de FFP2, on parle de N5, les Américains parlent de respirator. Je pense que tous ces termes ont été fortement mélangés par les médias, par le grand public, et tout le monde a un peu tout mélangé, mais chacun de ces masques a ses qualités et ses défauts, il faut bien les connaître. Et bon, dans votre pratique, j'imagine que vous êtes quand même protégé, en tout cas pour toutes les techniques qui provoquent des aérosols, avec des FFP2, donc des masques médicaux, qui véritablement protègent, donc bien
fixé sur le visage, avec ou sans filtre, mais qui véritablement protège celui qui porte le masque. Hein. Ça, c'est vraiment essentiel dans nos métiers. Il y a d'autres interventions qui passent par la ventilation. Le mieux, probablement, c'est la ventilation naturelle, mais bon, on se dirige vers l'hiver. Alors, on peut essayer d'imaginer, là, le petit dessin montre évidemment l'utilisation d'un, mais il faut bien entendu placer de manière stratégique un ventilateur. Il ne faut pas que vous le mettiez derrière le patient dans votre direction. Ça, c'est pas idéal, évidemment. Je ne sais pas m'étendre très longtemps sur tous les filtres qui sont développés, mais c'est clairement des outils à analyser. J'ai vu que vous aviez dans des recommandations de la médecine, la Société de médecine dentaire, toute une série d'informations extrêmement intéressantes sur ces différents filtres qui doivent en quelque sorte recycler l'air, hein, et le purifier en quelque sorte. Mais c'est presque plutôt du domaine des ingénieurs, parce qu'il faut une taille suffisante pour faire circuler l'air plusieurs fois par heure, avec des techniques de filtration, des positionnements adéquats, etc. Donc ça demande quand même. Alors il y a l'intervention des ultraviolets. On l'utilise beaucoup dans les systèmes où on doit combattre la tuberculose, hein, mais bon, on développe seulement ces techniques à l'heure actuelle pour le Covid également. Voilà, je m'adresse à des dentistes, j'ai essayé un peu de regarder dans la littérature, j'ai vu une revue assez intéressante et je vous ai mis mais j'ai vu quand les recommandations qui apparaissent dans ce European Journal of Dentistry correspondaient fortement à ce que vous avez dans vos recommandations belges actuelles. Il est important, je pense, peut-être on n'insiste pas beaucoup sur les soins dentaires et les soins d'hygiène buccale, parce que il est vraisemblable que plus l'hygiène est mauvaise et plus il va y avoir une prolongation probablement du virus dans la bouche et peut-être une prolongation du risque infectieux, hein, même si c'est pas clair si c'est un virus viable ou non viable qui est encore présent. Et alors, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes confronté dans votre pratique, mais le virus on s'aperçoit de plus en plus que le Covid peut provoquer toute une série de lésions buccales de type aphte ou stomatite que vous devez, j'imagine, voir assez fréquemment. Donc, c'est important quand même que vous soyez bien attentif à ça, parce qu'il y a ces descriptions dans ces cas-là, des cas où les patients n'ont pas beaucoup de toux ni de fièvre, mais quand même des lésions buccales et finalement sont diagnostiquées comme étant Covid. Donc, c'est important d'être attentif. Voilà, je vais passer cette fameuse aplatissement de la courbe. Hein. On l'aplatit, mais il était imprévisible qu'elle réaugmenterait. Et je vais conclure. Donc, on a bien affaire à la deuxième pandémie depuis l'an 2000, hein, mais beaucoup plus sévère que le H1N1, donc la fameuse grippe qu'on a eue en 2009. On a affaire clairement à un pathogène respiratoire, mais qui a des caractéristiques tout à fait uniques et nouvelles. Et on a peut-être trop sous-estimé ça au début. Et de ce fait-là, on a une épidémiologie et une dissémination dans le monde qui est extrêmement hétérogène, très différente d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre, même au sein d'un même pays. Vous l'avez vu que les présentations cliniques sont extrêmement différentes entre une personne très âgée et une personne jeune, et voire des présentations tout à fait asymptomatiques. Le diagnostic reste encore trop compliqué, je trouve, en tout cas pour une maladie aussi épidémique, et on doit vraiment faire beaucoup d'efforts, et c'est pas faute dans toutes les réunions qu'on a d'insister pour essayer d'accélérer ces diagnostics. On est vraiment un peu on est vraiment un peu bloqué avec ça pour l'instant, vous le savez. La seule avance thérapeutique nette, c'est les corticostéroïdes à ce stade-ci, chez les patients gravement malades à l'hôpital. La recherche sur le vaccin avance très très vite et on peut quand même être très optimiste. Il y a énormément de firmes en même temps, associées à des universités, et beaucoup en même temps. Donc on va avoir quelque chose, même s'il ne sera pas le vaccin parfait immédiatement. Et en attendant, je pense que vous êtes tout à fait conscient de l'importance des interventions non pharmacologiques que je viens de vous décrire dans les derniers dias. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez pu quand même entendre. Merci beaucoup, professeur Bottiot. C'était vraiment très, très intéressant. C'était une mise au point, pour ma part, qui était vraiment très, très, très instructive. Il y a pas mal de choses qu'on savait déjà, mais de les avoir comme ça, toutes dites, bien étayées et organisées, c'était vraiment un excellent rappel. Maintenant, beaucoup de gens vous remercient beaucoup par rapport à votre intervention. J'aurais peut-être quelques questions par rapport notamment à la présence du virus dans la salive.
Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait avéré? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment des répercussions par rapport à la dispersion du virus et de la contagiosité des patients? Quel est votre avis à ce sujet-là? Oui, je pense qu'au fur et à mesure qu'on connaît le virus, on s'aperçoit qu'il y a clairement des virus viables dans la salive et qui sont un petit peu, en quelque sorte, pas filtrés, mais un petit peu, qui se répercutent au niveau des cordes vocales, hein, qui fait que vraisemblablement une partie de la transmission s'effectue chez les patients, en tout cas asymptomatiques. Une partie de la transmission s'effectue clairement évidemment quand on est rapproché, hein, mais qu'on parle, et plus on parle fort, et plus on chante. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on a sous-estimé au départ. Bon, une personne, attention, hein, je veux pas qu'on se méprenne. Une personne symptomatique est certainement plus contagieuse. Hein. Une personne qui tousse et qui éternue est plus contagieuse. Mais une partie de la transmission. Et alors, je n'ai pas tellement insisté là-dessus, mais on s'aperçoit qu'en fait, finalement, il y a quelques personnes, ce qu'on appelle les super spreaders, hein, je parle des super contaminateurs, je pourrais traduire. C'est une sorte de courbe de Gauss et il y a une partie des gens qui ont une charge virale extrêmement élevée et qui manifestement peuvent contaminer plusieurs personnes, alors qu'en général, le commun des mortels infectés va peut-être affecter soit 0 personne, soit une seule. Donc il faudrait qu'on puisse cibler, on n'a pas encore les tests diagnostiques pour ça, mais il faudrait qu'on puisse détecter ces gens qui sont plus contaminants que les autres, parce que c'est manifestement eux qui propagent Si une personne n'infectait qu'une autre personne, toute cette transmission s'éteindrait un petit peu d'elle-même au fur et à mesure qu'on s'isole. Mais c'est quelques personnes qui peuvent transmettre davantage. Il faudrait qu'on puisse les détecter. Je ne sais pas si ce sera avec des tests antigéniques ou des tests PCR, mais voilà, ça reste un des problèmes qu'on n'a pas complètement élucidé. Alors maintenant, j'aurais une autre question par rapport au vaccin, à tout ce qui se développe au niveau vaccinal. Par rapport à toutes les mutations qui existent déjà et qui vont exister dans le futur, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre du vaccin? Est-ce que ça sera vraiment quelque chose de performant? Est-ce que, bien sûr, c'est une question qui vaut ce qu'elle vaut, mais on se pose beaucoup de questions par rapport à la vaccination. Ouais, c'est difficile à prévoir en effet, mais parce que ce qui se passe, c'est qu'on fait les examens, les études cliniques qu'on fait actuellement, ce sont en général des gens plutôt jeunes, plutôt en bonne santé, et le premier groupe cible qui devra bénéficier du vaccin sont les personnes âgées et les personnes davantage malades. Et donc, je crains que la première génération de vaccins va probablement être efficace chez les gens jeunes, mais va probablement être moins efficace. C'est ce qu'on voit habituellement. Hein. Elle va être moins efficace chez les gens qui en ont le plus besoin. On connaît ça avec les vaccins de la grippe également. Donc, il faudra probablement des vaccins de deuxième génération ou bien des vaccins de première génération qu'on doit répéter. Hein. On essaie toutes sortes de schémas. Hein. Une seule injection, 2 injections à une semaine, 2 injections avec un mois d'intervalle, des injections peut-être répétées chaque année. On ne sait pas encore. Mais je ne pense pas qu'on aura le vaccin parfait pour les patients les plus à risque immédiatement. Mais des bons vaccins pour le commun. Mais la question va être la production, évidemment. Hein. Alors, par rapport à la présence du virus dans la salive, on a une question subsidiaire. Est-ce que vous pensez qu'une désinfection de la bouche avant intervention avec de l'eau oxygénée à 2%, ça serait utile? Ça semble être performant d'après une certaine littérature, mais quel est votre avis à ce sujet-là? Je pense qu'en effet, en tout cas pour toute situation, on doit en effet intervenir. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui serait facile à faire dans la communauté, chez des gens qui seraient malades, mais ça vaudrait la peine d'étudier, vraiment. Mais en tout cas, avant des soins, oui, je pense que certainement, ça me semble être tout à fait... C'est une question de charge virale, hein, donc même si vous n'éliminez pas tout, le fait de la réduire fortement, à mon avis, réduit les risques infectieux, certainement. Donc, c'est certainement quelque chose que, personnellement, je recommanderais, en attendant d'en savoir plus, en tout cas. Et maintenant, il y a une chose qu'on n'a pas vraiment abordée dans votre présentation, c'est l'immunité collective. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que c'est quelque chose qui arrivera un jour? Est-ce qu'on en a parlé, puis on n'en parle plus, puis on est un peu dubitatif là-dessus. Oui, ça a été, vous savez, hein, on sait des épidémies précédentes qu'il faut en général
que 50 à 60% d'une population développe des anticorps ou en tout cas une immunité contre un virus pour qu'en général une épidémie ça s'estompe d'elle-même, quoi. Hein, s'estompe d'elle-même. Mais étonnamment, alors qu'on a l'impression que le virus est extrêmement contagieux, on a été plutôt entre guillemets déçus en quelque sorte par le taux, comment dire, le taux de réponse immunitaire dans la population. Hein. Je pense qu'il y a très peu de pays où on dépasse 10% des gens dans une population qui ont développé des anticorps. Alors, le fait de mesurer les anticorps n'est pas en soi un signe d'immunité parce qu'il y a vraisemblablement des gens qui développent des anticorps mais à un taux trop bas pour être mesuré. Et puis, il n'y a pas que l'immunité humorale avec les anticorps, il y a l'immunité cellulaire qui joue certainement un rôle, mais qui est beaucoup plus difficile à mesurer. Mesurer les anticorps, c'est facile. Et mesurer l'immunité cellulaire avec des tests fonctionnels, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il est possible et probable que l'immunité qui circule est plus importante que ce qu'on pense, que ce qu'on peut mesurer, mais elle est en ce stade-ci encore probablement insuffisante pour donner une protection à l'ensemble de la population. Alors, par contre, on a deux exemples actuellement. Il y a une étude à Bombay, dans les bidonvilles de Bombay, vous avez peut-être entendu parler, où manifestement, des études de séroprévalence montrent qu'on n'est pas loin de 50% de la population des bidonvilles qui ont développé des anticorps, alors que peu de gens ont semblé fort malades et qu'il y a eu finalement très peu de mortalité. Donc, le virus a circulé dans ces conditions d'hygiène très précaires, et sans faire tellement de dégâts, probablement parce qu'il y a une certaine préimmunité contre toute une série de pathogènes. Et alors l'autre exemple, mais c'est l'exemple de Manaus en Amérique du Sud, au Brésil, où on a eu une circulation extrêmement intense du virus au mois de mars, avril, mai, avec beaucoup de morts, beaucoup de décès. Hein, c'est la première image que je montrais avec toutes les tombes. Là, c'était à Manaus. Et puis brutalement, ça s'est quasiment estompé spontanément au mois de juin, alors qu'il n'y avait pas d'intervention particulière de l'État brésilien pour arrêter. Et on s'est aperçu que vraisemblablement, une grande partie de la population avait développé des anticorps et avait développé cette fameuse immunité collective. Mais voilà, c'était au prix évidemment de beaucoup de décès, quoi. Donc je ne sais pas si c'est un exemple à suivre, mais ça montre quand même que si on atteint un certain degré, on devrait pouvoir, à un moment donné, être débarrassé, en quelque sorte. Il faudra voir évidemment le risque de mutation et d'infection dans les prochaines années. Et pour ce qui concerne nos contrées ou le vide ici en Europe, est-ce que vous pensez que les reconfinements, ça sera une nécessité? Comment vous voyez l'avenir proche? Mais en fait, je trouve que la situation actuelle était tout à fait prévisible. Hein. Je pense qu'on a pris le choix sociétal de réouvrir les écoles et de réouvrir les commerces et l'activité économique. Presque pas tout, mais presque tout. Donc, c'est tout sauf une surprise qu'on ait un rebond. Moi, je ne parle pas encore de seconde vague, parce que pour moi, la seconde vague devrait avoir le même niveau que la première. Je vous ai montré les premiers graphes, on est heureusement pas encore à ce stade-là. Mais c'est certainement un gros rebond. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que si ce rebond se limitait aux gens jeunes, aux universitaires, aux jeunes actifs, je pense que ça serait probablement vivable. Mais là, manifestement, depuis une semaine ou deux, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'étanchéité absolue avec les patients plus âgés et plus à risque. Et on le voit parce que le taux d'hospitalisation réaugmente. Et ça, c'est le signal d'alarme, évidemment. Donc, ça va vraiment dépendre de ce taux d'hospitalisation, de la manière dont ça réaugmente. On ne peut pas se permettre évidemment d'avoir à nouveau des hôpitaux complètement remplis qui ne savent plus s'occuper de rien d'autre. Donc, c'est ça qui est un peu l'élément très préoccupant actuellement. Donc, on n'a pas cette étanchéité entre les groupes d'âge, malgré tout ce qu'on peut faire. Et donc, je crains les mesures actuelles sont déjà sévères, mais bon, on a compris que la fermeture des écoles serait la dernière des interventions. Voilà. Donc, je pense que le plus important pour l'instant, c'est de dire aux personnes jeunes, malades ou pas très malades, mais qui sont actives, d'être le plus possible à l'écart. Je parle physiquement, hein, pas socialement, pas par téléphone, mais de la génération des 70-80 ans. Et donc, vous pensez que le risque d'une deuxième vague, il existe? Je suis un peu comme tous les experts préoccupés,
Je pense pas qu'on aura la même vague. Non, je pense que c'est impossible qu'on ait la même vague en mars parce que là, on n'était pas du tout préparé. On ne connaissait pas le virus. On savait pas comment il se transmettait. On mettait pas de masque. On savait pas le diagnostiquer. Ici, on le diagnostique, même si on a un peu de mal pour l'instant. On diminue la mortalité dans l'hôpital. On a quand même le dépistage qui fait qu'on peut quand même isoler, même si on sent qu'il est un peu en ce moment un petit peu à ses limites de capacité. C'est pour ça que je pense qu'on ne pourra s'en sortir qu'avec des tests diagnostiques davantage de tests diagnostiques plus simples, quoi. Enfin, c'est une impression que j'ai. Hein. Alors, pour revenir un petit peu à nos pratiques dentaires et à notre boulot à nous, et au contact qu'on a avec les patients, je pense que vous avez, si j'ai compris, vous avez eu la possibilité de parcourir un peu les recommandations qu'on avait éditées au niveau de la Société de médecine dentaire. Est-ce que par rapport à ça, vous auriez un commentaire à ajouter, des précautions supplémentaires à envisager, ou je sais pas, un conseil? Si vous avez, on est tout ouvert. Non, il me semble que je pense que vous étiez basé sur l'expérience des gens de Saint-Pierre, hein, donc Oui, des églises de Saint-Pierre qui sont quand même une des références belges pour les maladies de virus émergents et l'hygiène hospitalière. Donc je pense que c'était comme je vous dis, ce que j'ai lu dans la littérature correspondait vraiment bien à ce que vous avez proposé. Donc j'ai pas immédiatement. Je pense que ouais, vous êtes quand même dans une profession à risque. Et donc, filtrer ces patients qui toussent ou même filtrer ces patients avec des lésions dentaires peut-être un peu suspectes, c'est une première étape. Vous protéger, diminuer en effet au maximum la charge virale par toutes les méthodes possibles et vous protéger un maximum dans votre pratique. Ça me semble être vraiment le maître mot, quoi. Hein, parce que il faut quand même qu'on continue à travailler aussi. Hein. Moi, j'ai un peu le même problème. Je dirais quand je suis à l'hôpital et que je m'occupe des patients. Bon, je suis pas un pneumologue qui va vraiment faire les manœuvres les plus dangereuses non plus. Mais bon, voilà, je suis extrêmement. Je touche du bois. J'ai pas encore été infecté après 8-9 mois. Mais bon, c'est une vigilance presque de tous les instants. Hein. Enfin, quand on est en contact avec ces patients. Donc, pour vous, la vigilance, elle est de mise et elle doit rester à son maximum. Oui, il faut bien se rendre compte qu'actuellement, le virus recircule fort dans la communauté, hein, chez tout le monde, quoi. Hein, parce que c'est plus limité à quelques groupes dans des homes. C'est vraiment, on est dans une phase où on retrouve une transmission assez importante dans la communauté. Donc, chez tout un chacun, on a vu se présenter pour des soins dentaires aussi. Hein. Et comme on voit que la moitié des gens sont asymptomatiques, ça ne fait que rendre les choses, je dirais, préoccupantes, quoi. Ok, donc le maître mot, ça sera vigilance. Alors, on aurait une dernière petite question concernant, parce qu'il y a eu toute une polémique sur la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens par rapport aux peut-être malades ou susceptibles, etc. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, à votre avis? Non, à ce stade-là, à ce stade-ci, il n'y a rien d'avéré par rapport à ça. Aussi bien les anti-inflammatoires. Bon, on s'est un peu occupé parce que ce sont des molécules qui interfèrent aussi avec les récepteurs d'entrée du virus, en effet. On a eu la même crainte aussi avec certains médicaments antihypertensifs, là, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, etc. Mais il n'y a aucune étude prospective bien menée qui a démontré un risque accentué, soit de devenir infecté, soit d'être davantage malade pour des gens qui auraient pris ce type de médicament. Donc là, je pense qu'il n'y a rien d'avéré à ce stade. Bien, ben écoutez, au nom de la Société de médecine dentaire et de toute la profession, je tiens à vous remercier pour cette mise au point qui était vraiment attendue par beaucoup d'entre nous et qui est vraiment, je pense qu'il y en aura d'autres qui seront nécessaires, mais vraiment, ça nous réconforte dans la façon dont on envisage les choses et dont on diffuse les recommandations à la profession. Une dernière chose, je voudrais aussi remercier le sponsor de ce soir et Olivier Dumortier qui, comme d'habitude, toujours nous aide à la technique pour faire ces apéros. Un grand merci à tous pour votre présence et merci beaucoup au professeur Bottio pour son dévouement pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et donc vigilance dans les cabinets et ailleurs d'ailleurs. Bonsoir à tous, bonsoir Olivier. Merci et désolé pour la communication, ça c'est difficile, la qualité J'espère que ça a été quand même. Les messages principaux sont passés et on a bien compris que on doit en tout cas rester vigilant et que
les précautions de base, on doit les prendre et que le vaccin, on attend, bien sûr, mais encore un petit peu de patience. Merci beaucoup, professeur Bottiot. Bonne soirée à tous.